Mais mon regard, c'est qu'effectivement, bah, ouais, c'est super que chacun mette son contenu, mais en fait, aujourd'hui, ben, des plateformes comme, YouTube ne font pas assez leur taf. Voilà, il y a pas assez de vérification sur les contenus, aussi parce qu'il y en a énormément, sauf qu'aujourd'hui, YouTube a une responsabilité, dans, ce qui est diffusé. Voilà. Ouais, Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la deuxième partie de l'interview de Charles Bert, journaliste et réalisateur scientifique. Bonne écoute. et si on arrive aussi, parce que voilà, tu as ta newsletter où tu regardes la science un petit peu sur tous les écrans, si on arrive aussi un petit peu sur le numérique et sur le digital, par rapport au profil des créateurs de contenu, dans le domaine scientifique. Un petit peu tous les profils qui existent. C'est quoi un petit peu ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu trouves que c'est, en gros, un petit peu simple de devenir, créateur de contenu, scientifique? Est-ce que tu les remets en doute, mais comment est-ce que tu les regardes ces profils? Avec, intérêt, avec admiration ou avec un petit peu de questions qui viennent à l'esprit? Et ben, un peu des 2. Il y a de l'admiration effectivement, heu, mais il y a aussi beaucoup de méfiance, voilà, parce qu'effectivement, tu le disais, chacun peut aujourd'hui, parler de tout et de n'importe quoi, sur le numérique et en science, en fait, on peut pas tout dire à n'importe quoi. Parce qu'en fait, ben, mine de rien, quand on informe sur les sciences, ça a un impact direct sur, les actions de notre public au quotidien. Voilà, sur l'environnement, ça va changer sa façon d'agir au quotidien, en santé, sa façon de se soigner. Donc on peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'au début, il y avait mine de rien des gens qui sont imposés. Je pense à Dr Nozman. Aujourd'hui, c'est 4,9 millions d'abonnés. Mais en fait, mine de rien, aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup de vulgarisateurs, scientifiques. Alors, pour ça, il y a un exemple qui est assez parlant, c'est le Café des Sciences. C'est une association qui s'est montée, il y a quelques années et en fait, comment dire? Ils ont effectivement des vulgarisateurs, scientifiques, ils les fédèrent et en fait, avant de les valider dans l'association, ils vérifient leur contenu. Voilà, avec la communauté, ils disent: «Bah, voilà, est-ce qu'il a, des bonnes références scientifiques?» et cetera et en fait, le fait de se constituer en réseau, c'est, finalement une forme de crédibilité. De Voilà, validation, ouais, c'est heu mais mon regard, c'est qu'effectivement, bah, ouais, c'est super que chacun mette son contenu, mais en fait, aujourd'hui, ben, des plateformes comme, YouTube ne font pas assez leur taf. Voilà, il y a pas assez de vérification sur les contenus, aussi parce qu'il y en a énormément, sauf qu'aujourd'hui, YouTube a une responsabilité, dans, ce qui est diffusé. Voilà. ouais, et ça, cette responsabilité, ils ont pas spécialement envie de la prendre ou ils la prennent à minima, hein. Ils se considèrent comme un tuyau et pas forcément comme, garant de ce qui peut se dire. Et d'ailleurs, ça amène aussi une question sur les algorithmes. On sait que ces plateformes sont blindées d'algorithmes et personne n'arrive à percer le secret de ces boîtes noires. Mais toi, quelle perception tu en as par rapport toujours, à ces contenus scientifiques? Parce que on sait qu'il y a des contenus scientifiques qui sont un peu, sur la tangente et qui ont tendance à très, très bien fonctionner, à être très, très bien diffusés. Comment est-ce que tu vois ça aussi, ces algorithmes par rapport aux contenus scientifiques? Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a aucune info, en fait. C'est ça, c'est le manque de transparence. Tous les vulgarisateurs avec qui je discute, me disent: «Mais en fait, on ne sait pas». Voilà. On ne sait pas comment c'est fait et vous savez très bien qu'il y a des gens qui, du jour au lendemain, peuvent tomber, parce que, tout d'un coup, ils ont plus de vues, en fait. Voilà et ça, c'est dramatique. Voilà, alors effectivement, mine de rien, ça force à l'économie de l'attention, voilà, dans l'accroche, dans la façon de raconter, tout le temps de relancer, de faire du teasing, du storytelling, ça force à ça. Après, c'est pas mal parce que aussi ça force à rendre, ton contenu intéressant. Mais c'est vrai que, je trouve qu'aujourd'hui, notamment pour faire des vidéos assez longues, il faut capter l'attention en permanence, quoi. Ouais, et est-ce qu'on n'est pas pris aussi dans un peu, de manière générale, on a une forme de polarisation un petit peu sur tous les sujets et on sait que ce qui va remonter, je parle hors dehors, des contenus scientifiques, c'est souvent les idées qui sont clivantes ou en tout cas les idées qui sont
surprenantes et non vues ailleurs? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette tentation, alors je parle pour des créateurs de contenu scientifique qui ont pas beaucoup de morale dans tout ça, de se dire: «Allez, je vais faire mon truc un petit peu, pas de côté ou un petit peu surprenant, comme ça je vais sortir de la boîte et je vais émerger». Et est-ce que les algorithmes, ils ont pas un peu ce rôle un petit peu, pervers, de promouvoir finalement ces contenus scientifiques qui sont pas les plus rigoureux de la terre? Bah, c'est un peu le risque effectivement. Après moi, je peux pas affirmer effectivement qu'il y a cette politique, de Mmh. YouTube par exemple, mais effectivement, c'est tout le risque et puis l'autre risque en fait, c'est que, en fait, très clairement, ces gens qui produisent pour, le numérique, aujourd'hui, il y a pas de modèle économique. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la monétisation, sur les vidéos, mais il faut vraiment faire énormément de vues, pour pouvoir espérer en vivre, et l'autre modèle économique, en fait, bah, c'est les partenariats. Voilà, Mmh. c'est-à-dire, bah, vous êtes financé par une marque, par un institut de recherche, en sciences et ça pose des vraies questions, sur, la liberté éditoriale, heu et en fait, moi je trouve ça assez inquiétant. Après vous avez des youtubeurs qui arrivent justement, à être financés par exemple par des organismes de recherche mais voilà, ils signent des contrats où en fait, ils sont totalement libres, dans ce qu'ils vont dire et cetera. Mais moi, de plus en plus, quand je rencontre des producteurs et ben, on me dit: «Voilà, maintenant, nous, on se développe là-dessus, on fait des publi-reportages, des publi-documentaires maintenant». Mmh. Heu, voilà, donc moi, je dis: «Attention, attention, surtout en sciences, on peut pas, se permettre, de faire tout et n'importe quoi». Complètement. Et une question aussi peut-être que je vois pas souvent, apparaître, c'est que tout ce qui est numérique et le web, et c'est une vraie différence avec, les médias, linéaires classiques, a de la mémoire. Je m'explique, c'est-à-dire que, des contenus, et ben, en fait, ils sont toujours accessibles, ils sont toujours disponibles, et on sait qu'il y a des sujets scientifiques qui sont des sujets, on va dire, très carrés, très classiques, qui vont pas forcément bouger dans leur interprétation. Mais on sait que quand on fait des sujets scientifiques sur des sujets d'actualité qui sont un peu mouvants, ben, la connaissance scientifique, elle évolue avec le temps. Et il n'y a pas aussi ce risque de se dire qu'on est dans un écosystème où en fait on a plein de contenus, mais de plein de temporalités différentes qui traînent. Et en fait, finalement, ben, on n'a jamais le dernier qui est bien mis en avant. Et on va dire qu'un contenu un peu ancien, un peu daté, un peu qui devient erroné avec le temps, bah, finalement, il a toujours une vie et il continue en fait d'infuser et de raconter des choses qui sont moins pertinentes. Ouais, carrément et ça, c'est très compliqué que ça soit sur le numérique ou à la télé d'ailleurs, hein, parce que si vous regardez un C'est pas sorcier, d'il y a 20 ans, est-ce que les données seront toujours d'actualité? Bah, c'est une bonne question. Voilà et Mmh. pourtant effectivement, c'est des vidéos qui cartonnent, sur YouTube, ces archives. Donc et malheureusement, en fait, face à ça, personne ne peut rien faire parce qu'en fait, ni les diffuseurs, les producteurs, les réalisateurs de ces programmes, Mmh. peuvent aller voir leur production d'il y a 20 ans, voir est-ce que les données scientifiques sont toujours actualisées. Donc effectivement, c'est quand même un problème. Et puis, personne ne veut les prérer parce qu'on parlait de modèle économique, pardon, je te coupe, mais on parlait du modèle économique, et effectivement, des fois, des vieilles archives génèrent aussi et permettent aussi de financer ces créateurs. Mmh, tout à fait. Après, ce qui se fait de plus en plus, et ça, c'est super chouette sur le numérique, c'est que, en description, on vous met notamment les sources. C'est-à-dire, bah, vous pouvez aller voir les études scientifiques qui ont permis, la réalisation de cette vidéo, ce reportage. Voilà, donc peut-être qu'une façon, serait de, finalement actualiser, cette base de, Ouais. cette description, finalement. Après, je vous rassure, en sciences, quand même, sur des sujets très classiques et qui cartonnent tout le temps, genre, les volcans, je Mmh. en fait, Ça bouge les pas. données, changent pas énormément, hein, Non, non, c'est j'étais plus sur des vraiment sur des trucs d'actu, bien évidemment, on pense au covid, où, le covid, ceux qui ont créé du contenu au début de la pandémie et puis au milieu et à la fin, l'état de la connaissance n'était pas le même, il y a eu la vaccination, effectivement, il y a eu plein de choses, et pourtant ces contenus initiaux sur le covid, ils sont toujours accessibles sur les plateformes. oui, effectivement, mais surtout, effectivement, cette crise du covid nous a quand même montré qu'on manquait de journalistes, spécialisés, en fait, qui maîtrisaient le sujet. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant le covid? On a eu plein d'études en préprint, c'est-à-dire des études qui étaient pas vérifiées par les pairs, qui ont pas suivi le processus habituel de publication et donc tous les jours, en fait, on voyait plein d'études, mais elles étaient pas toutes très sérieuses et c'est vrai que quand on s'y connaît pas, bon, bah, on prend, un peu ce qui nous vient, sous la main et surtout même, je pense que les journalistes avaient besoin d'être rassurés. Voilà, donc au début, le traitement était pas, très correct, même si au fil de la crise, je pense qu'il y a eu des réflexes dans les rédactions
sur, les choses qu'on pouvait dire, pas dire et comment les dire simplement. Voilà. On a vu que ça s'est très vite, mis en ordre de marche effectivement pendant la crise. Un petit point de technologique et je pense que ça va jouer sur les 2 tableaux, le côté numérique et le côté, linéaire aussi. Je vais sortir un buzzword, hein, je vais sortir IA générative, bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Donc bien évidemment, on a, voilà, la révolution, en tout cas la déferlante IA générative depuis, plusieurs années maintenant. On voit des outils qui sont de plus en plus performants et cetera. On voit des opportunités, on voit des risques sans aucun problème. Est-ce que ces outils, toi, tu es amené à les utiliser et dans quel cas d'usage, tu peux les utiliser dans tes réalisations? Honnêtement, moi, je l'utilise très peu, voilà. Peut-être pour mes recherches vraiment, mais pour faire des grosses recherches à la base, pour, voilà, trouver les grosses études ou les gros experts sur un sujet, dans le monde, voilà, ça peut m'arriver. Ou je m'en sers de façon très classique, par exemple, pour, retranscrire des interviews, filmées, tu sais, les longues interviews d'1 heure. Et Bon, voilà, bah, le DRush, c'est bien pour, bah, les rushs, c'est hyper pratique. Après, sur l'IA générative, vraiment de créer des images, que ça soit une photo ou une vidéo, effectivement, par exemple, dans le documentaire, ça se fait de plus en plus, bien sûr. depuis 2 ans. Heu, mais effectivement, chacun expérimente, un peu dans son coin, il y a une charte, en fait, qui est en train d'être mise en place. Mais bon, vous savez, c'est comme pour tout, les chartes, c'est bien beau, mais on n'est pas obligé de les respecter. Ouais. Voilà, mais en tout cas, moi, je pense très sincèrement que quand on utilise l'IA, il faut en tout cas, le signifier au public. Voilà, qu'il y a une mention en bas de l'écran, qui dise: «Ben, cette image n'est pas réelle». Je pense que c'est, hyper important. Notamment, on parlait tout à l'heure de cette méfiance du public envers les journalistes. Voilà, il faudrait pas que l'IA accentue, ce phénomène. Bien sûr. C'est Ouais. important. Et donc tu disais que ça commençait à être utilisé dans les documentaires. Concrètement, tu as des exemples que tu peux nous donner en se disant est-ce que, par exemple, ça marche pour de la reconstitution, pour, je sais pas, de l'exploration? Alors effectivement, jusqu'à présent, on avait des images de synthèse, hein, c'était déjà possible avec des images de synthèse, mais, on arrive dans l'hybridation de plusieurs, sujets, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a, moins de budget et cetera, qu'il y a des temps de production, bah, qui sont moins longs et cetera. Donc effectivement, est-ce que l'IA n'est pas aussi une solution pour, on va dire, contenir, certains coûts, tout en garantissant quand même, une forme de contenu, avec tous les biais que l'IA peut avoir, bien évidemment? En fait, j'en parlais dans ma dernière, newsletter, j'ai notamment, interviewé, Édouard Jacques, qui est un réalisateur, qui a réalisé une série documentaire, sur, Napoléon. Voilà, que vous pouvez voir sur le groupe, Canal et lui, en fait, c'était l'un des premiers dans le documentaire à utiliser l'IA pour un film qui est donc historique et donc c'est vrai qu'il avait plein, d'images d'archives, mais donc des photos, d'archives et donc l'IA, pour le coup, a permis de redonner vie à ces, images d'archives. Mais c'est vrai qu'il le dit, en fait, le gros risque, c'est de dénaturer la réalité de la photo. Voilà, parce que l'IA, en fait, on peut faire tout et n'importe quoi, hem et donc c'est important que derrière, il y a un réalisateur, un producteur, bah, qui vérifie, notamment avec des chercheurs, si, cette image, animée peut, Ça correspond. rejoindre la réalité. Voilà, c'est tout l'enjeu, en fait. Et moi, je pense notamment aux images médicales. Je sais qu'aujourd'hui, bah, on a des infographistes qui permettent, par exemple, de reproduire le corps humain et cetera. Bon, bah, si l'IA, elle commence à inventer des organes, qui n'existent pas, bon, bah, il faut quand même checker, si l'image a un sens, voilà. Alors effectivement, ça peut être un gain de temps, mais attention parce que vraiment là, on a besoin de précision, scientifique. Et puis, c'est toujours un sujet qui est assez particulier parce que là, on parle de la création de contenu scientifique, mais si on se déporte un petit peu sur la science en tant que telle, la science n'hésite pas à utiliser l'IA. Pas forcément l'IA générative, mais l'IA de manière générale, c'est quand même un domaine qui, dans le monde scientifique, est pas du tout mis de côté, puisqu'on voit des prouesses actuellement dans le monde de la science qui sont notamment liées à l'IA qui fait tourner des algorithmes dans tous les sens et qui permet d'avoir des avancées. Donc, c'est assez intéressant aussi de cette mise en perspective en se disant qu'on on veut de la robustesse sur les données dans les récits, scientifiques, mais ces données sont en partie, hein, je dis bien, générées par des systèmes d'IA. Oui, mais vous avez aussi, dans le domaine de la recherche scientifique, il y a de plus en plus d'études en fait, qui sont, vous savez, qui sont générées par IA, voilà, des études pas très, recommandables, mais voilà.
En tout cas, l'IA, que ça soit dans le domaine journalistique ou, du côté de la recherche scientifique, il faut faire super, super attention, quoi. Ouais, c'est ça, effectivement, et d'ailleurs ce domaine de l'IA, si on en revient à ce que là, c'était plus sur le côté linéaire, si on en revient sur le côté plateforme aussi, alors là, on va dire qu'il y a peut-être plus de dérives. On a vu récemment aussi des cas où il y avait, des professeurs, j'ai plus le nom en tête, mais il y a un professeur, qui a notamment, vu une dizaine de je sais plus, je dis une dizaine, c'est peut-être un peu moins, de vidéos de lui qui ont été faits, des clones en IA où ils l'ont fait raconter un petit peu n'importe quoi. Ça aussi, c'est Ouais. alors là, pour le coup, l'IA sur les plateformes paraît être un peu plus dangereuse et beaucoup moins maîtrisée que l'IA générative qui peut être utilisée, en télévision notamment. Oui, c'est ça. En fait, cette personne, c'est, un chercheur, qui est à l'origine du Nutri-Score, dont on Exactement, entend, c'est ça. beaucoup parler, Ouais. et effectivement, ça, c'est un cas qui fait très peur parce qu'en fait, ça montre les progrès, de l'IA. Parce qu'en fait, franchement, quand on écoute la vidéo, le son, la vidéo, on dirait vraiment, Mmh. que c'est, réel, hein. Donc effectivement, les progrès de l'IA, font assez peur et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. À l'approche de la COP30, qui a eu lieu au mois de novembre, Mmh. vous avez énormément de fausses vidéos avec, justement, l'image d'un expert connu, mais avec, des propos, qu'il n'a absolument pas prononcés et ça, vraiment les études montrent que, il y a eu un bond, très important des vidéos générées par IA de désinformation à l'approche de la COP30. Voilà. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui sur le climat, vous avez beaucoup de gens qui ont pas du tout envie, pour des raisons économiques, que, on avance sur le climat. Hem, voilà, donc malheureusement l'IA sert à la désinformation. Bien sûr, et dans ce contexte, alors comment est-ce qu'on quelle solution? Alors, je me doute bien que tu vas pas me donner la solution, comme ça en 10 secondes, mais c'est quoi les pistes et cetera qu'on peut avoir? Parce qu'on a des plateformes digitales, qui permettent, de diffuser et de s'adresser à tout le monde, ce qui est hyper important parce qu'on sait que la télévision a quand même tendance à avoir une audience, vieillissante. Donc des plateformes qui s'adressent à tout le monde, mais pour autant, qui sont bourrées de techno qui peuvent être, assez néfastes. C'est quoi un petit peu les solutions, en tout cas la voie qu'il faudrait selon toi suivre pour, que ça soit un peu Bah, vertueux? déjà sur l'IA, le problème, c'est qu'effectivement, c'est ultra dur, de détecter un faux contenu. Vous avez pas, un logiciel qui, vous permet de mouliner et de vous dire, c'est une bonne, c'est une mauvaise image. Voilà. Donc faut faire un peu l'enquêteur et malheureusement, je suis pas sûr que le grand public, ait cette démarche d'enquêter, voilà. Donc ça, c'est compliqué. Après, voilà, pour le grand public qui a envie de s'informer en sciences, en fait, déjà, j'irai vers des personnes, comment dire? Alors c'est compliqué de dire ça, mais des personnes, de confiance, même des youtubeurs, des vulgarisateurs scientifiques. Mais après effectivement, comment savoir si c'est une personne, de confiance? C'est sûr que c'est pas au nombre d'abonnés qu'il faut se référer. Voilà. Mais en tout cas, pour s'informer, je pense aujourd'hui qu'il faut multiplier les sources. Voilà, ça c'est hyper important d'aller vers plusieurs médias, voilà. On sait aussi que de plus en plus, les médias ont des opinions. Donc voilà, il faut pas s'informer avec un seul canal, avec une seule personne. Il faut vraiment multiplier, les sources, au quotidien. Ça, c'est le principal, conseil que j'ai envie de donner. Ouais. Effectivement, un bon réflexe, c'est qu'il faut avoir au bien au-delà du du domaine, scientifique, de manière générale. Si je, rembobine un petit peu, en tout cas, si je pars un petit peu sur, donc les sujets scientifiques, parce que là, depuis le début, on parle de sujets scientifiques. On est en 2026, hein, on est au mois de mars, on enregistre au mois de mars. Heu, c'est quoi, alors, selon toi, là, les sujets scientifiques qui sont les plus porteurs, à l'heure actuelle? Alors, qu'on puisse t'en faire, commande, en tout cas dans les projets, que tu as à mener ou dans ce que tu perçois? C'est quoi, en fait, la science qui est un peu, vendeuse, en ce moment? Ben, tous médias confondus. Est-ce que c'est les grands sujets, classiques? Tout à l'heure, on parlait, des volcans, des dinosaures, de l'histoire de France et cetera. Ou est-ce qu'on est plus sur des sujets qui sont très proches, des personnes? Moi, j'ai peut-être un peu ce sentiment-là où je me dis, la science, limite, la science du quotidien, c'est peut-être, un petit peu ça qui passionne les gens. Alors la grande question, c'est de savoir est-ce que c'est ce qui passionne les gens ou ce qui passionne, les diffuseurs? Voilà, c'est la grande question. Parce qu'effectivement, nous en télévision, bon effectivement, la directive, c'est voilà, la science du quotidien effectivement. Ça c'est clair et parfois on est un peu déçu parce qu'on aimerait aller plus en profondeur, on aimerait, traiter de sciences un peu plus fondamentales. Mais c'est clair que, aujourd'hui la télévision, a cette logique de se dire: «Il faut vraiment aller sur le quotidien». Voilà. Moi je viens de faire un documentaire par exemple sur les antibiotiques. Bon, ça voilà, on en a tous dans notre armoire à pharmacie, ça parle à tout le monde.
C'est clair. Après mine de rien, en fait, les gros sujets dont on parlait avant, que ce soit les volcans ou encore l'archéologie, ça parle énormément, ça marche beaucoup. Voilà et c'est d'ailleurs, vous avez une case documentaire qui s'appelle Science grand format, sur France 5. Bah, en fait, ils sont beaucoup là-dessus, hein. C'est, l'archéologie, l'espace, heu, sur ces thématiques-là. OK. Voilà. Donc il y a encore de la place, il y a encore de la place, pour ces sujets. Parce que c'est vrai que j'avais un peu le sentiment de dire, ouais, on était vraiment sur des sujets qui étaient très basés sur le quotidien et qu'on voit dans plein de petites capsules et cetera et qu'on voit d'ailleurs depuis des années, hein. Parce que, là, tout à l'heure, on disait que tu as commencé avec, Mac Lesguy, pardon. C'est clairement ce qu'il fait depuis plus de 30 ans maintenant, sur M6, je crois. Exactement et ça, c'est un bon exemple, c'est que, bah, McCluskey vient de se lancer sur YouTube. Voilà, il fait des contenus, dédiés, pour YouTube et et c'est pas que, republier les émissions, qui ont été faites à la télé. Donc je pense que c'est un bon exemple effectivement, pour montrer qu'en fait aujourd'hui, si on a envie de capter les jeunes notamment et c'est ça en fait tout l'enjeu, c'est que en télé en fait, les programmes sont regardés par les plus de 65 ans en moyenne. Voilà donc c'est ça la grosse problématique, c'est qu'il faut réussir à capter le jeune public, voilà et réussir à l'intéresser et surtout à faire en sorte qu'il ne se désinforme pas et je pense que c'est de la mission des journalistes et des chercheurs, de conquérir les réseaux sociaux pour, justement combattre ces fausses informations. Parce que ça, on l'a pas dit, mais en fait, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui aussi, qui Oui. se lancent, sur les réseaux. Vous avez par exemple, Julien Bobroff, qui est physicien, et qui cartonne, avec ses vidéos de vulgarisation de physique. Voilà, on pourrait se dire: «La physique, c'est compliqué, ça intéresse personne» et en fait, quand c'est bien raconté et ben, ça marche, super bien. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'effectivement, il y a cette tendance, un peu une espèce de contre-offensive, effectivement des chercheurs et voilà, de tous ces spécialistes et ces professionnels de la science, effectivement, qui en ont un peu marre, j'ai l'impression, de voir, proliférer tout ça et qui se disent: «Allez, on va y aller et puis on va sortir nos contenus» et d'ailleurs, ça permet aussi de revenir un peu, tout à l'heure, tu avais évoqué la notion qui m'est assez chère parce que j'apprécie beaucoup, cette notion de storytelling. Effectivement, le fait voilà, de créer de la narration, de l'histoire, même de le mettre en série, hein, parce que maintenant on consomme tout en mode de série. Ça, c'est une vraie évolution qu'il y avait peut-être pas forcément avant. On était vraiment peut-être dans des blocs qui étaient plutôt, cloisonnés. On avait un épisode sur ça et puis le suivant était vraiment sur un tout autre sujet. Là, on rentre peut-être plus dans une logique de série et de storytelling. Comment est-ce que toi tu perçois ça et est-ce que c'est des ingrédients dont tu te saisis, très concrètement, dans tes projets? En télé, c'est plus compliqué parce que, ça reste quand même assez formaté. Ouais. Voilà, alors souvent on fait de plus en plus des transitions, heu, ouais, des transitions un peu punchy pour garder les gens en haleine. Mais je pense qu'en fait ce storytelling, on le voit surtout en fait, dans les vidéos réseaux sociaux. Heu, voilà. Mais en télévision finalement, très peu. Ouais. Et toi, ça te paraît compatible, récit scientifique et storytelling? C'est pas pour toi, c'est pas contre-intuitif, ça apporte quelque chose ou ça peut dénaturer le propos, selon toi? Non, non, carrément. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt chouette de vouloir, garder l'attention, parce qu'en fait, c'est toujours, frustrant quand vous faites bah, par exemple, une vidéo pour YouTube. Voilà, on sait que plus la vidéo avance et plus les gens décrochent aussi, hein, c'est une réalité. Et souvent, en fait, les infos les plus importantes sont, vers le 3/4 de la vidéo. Voilà, une fois qu'on a déblayé le terrain, qu'on a expliqué les bases scientifiques et cetera, le plus important reste à venir et là, il y a un risque que la personne s'en va. Voilà, donc effectivement, si, on peut de plus en plus utiliser du storytelling, moi je suis carrément partant. C'est la fin de la deuxième partie de cette interview de Deep Media avec Charles Bert. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite et fin de cet échange où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et étoiles adéquates. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.